Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film, on va dire japonais mais américain aussi, car réalisé par un certain Neo Sora qui donc est, on va dire, de parents japonais mais né aux États-Unis et de nationalité américaine. Le monsieur avait jusqu'ici fait en long un documentaire qui s'avère être le tout dernier concert de Ryuichi Sakamoto avant son décès. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'en fait, Neo Sora est le fils de ce grand artiste. D'ailleurs, peut-être que musicalement, sur certaines tonalités de piano, il s'en est inspiré. On va plutôt ici citer la compositrice Lia Ouyang Rusli pour cela. Et donc, nous sommes en présence d'une œuvre assez difficilement classable, peut-être, entre dystopie, histoire d'amitié, drame et fond politique d'un Japon dans un futur proche. Et ce happy end, car c'est son titre, malheureusement est assez peu distribué. Il a moins de 100 salles, donc en France, mais si vous le trouvez près de chez vous, intéressez-vous à cette œuvre assez atypique qui réunit au casting des actrices et acteurs peu connus, car la plupart assez adolescents, ou du moins qui ont la vingtaine pour jouer des adolescents. Alors on reconnaîtra quand même Shiro Sano dans le rôle du principal, qui a joué notamment, je crois, déjà chez Kitano. Mais dans les principaux, on va citer les deux amis, Yuta et Ko, joués respectivement par Hayato Kuihara et Yukito Hidaka. Et on a quand même ici des personnalités très cosmopolites. C'est voulu. Il y a même un américano-japonais avec des origines afro-américaines. Nous avons une fille d'origine chinoise et l'un des deux amis, Ko, qui est à moitié coréen de sa mère. Et ça, c'est hyper important, car dans ce Japon du futur proche, il y a une montée fascisante des choses, disons-le, et ces jeunes-là vont affronter l'autorité. Mais en fait, nous sommes en présence ici d'une révolution plus interne et intime de lycéens envers leur école, notamment ce principal qui a décidé d'installer un système de vidéosurveillance high-tech qui permet de surveiller tous ces élèves-là, leur enlever des points dans des situations parfois absurdes où on joue sur la rébellion et même il y en a un qui est hyper sportif et soumis au système qui se fait avoir parce que les autres savent fumer en cachette. Bon, il y a des scènes comme ça où on va peut-être sourire et tout, mais on va surtout s'intéresser à cette amitié donc de Yuta et Ko qui va être mise à mal peut-être par ses envies d'ailleurs et de rébellion, car il y en a un, Yuta, qui pense à s'amuser d'abord. Les deux sont fans de musique techno-électronique, et Yuta, lui, il compose et il a envie vraiment de profiter de la vie, alors que Ko, il commence à s'engager, car il rencontre une japonaise qui est, on va dire, politiquement, éveillée des choses. Et donc, là, nous sommes surtout centrés sur un buddy movie qui va se scinder un petit peu sur fond quand même de violence sociale en marge presque. C'est parfois ce qu'on peut reprocher à ce film, c'est de ne pas être assez incisif et peut-être de choisir plutôt la tonalité intimiste, même si c'est intéressant. Et la façon de filmer ici que Neo Sora a choisi va en ce sens, avec un Japon un peu nocturne by night, et qui est filmé, on a l'impression que c'est fait en studio par moment, mais il y a un étouffement voulu, je pense, des choses. Et ça en dit long, évidemment, sur ces origines diverses et variées de jeunes qui sont parfois un petit peu bafoués et qui sentent le vent tourner. Mais bon, on va surtout s'amuser de certaines situations au sein de ce lycée, avec cette voiture du principal qui est un petit peu retournée là et tout. Mais on va aussi voir le contexte. Quand même, Neo Sora, il s'autorise des moments un peu à la Blade Runner, notamment au début. Il y a une sorte de nuage là qui annonce des choses. C'est très bizarre. Mais surtout, il y a une peur absolue qui est là en sous-jacence. En gros, la population est effrayée et ainsi contrôlée avec la menace permanente du grand tremblement de terre possible. Or, on le sait, techniquement, il est difficile, voire impossible, de prédire des tremblements de terre. Donc on sent ici peut-être un système qui a basculé dans l'absurde et qui a tellement tiré sur la peur des gens que le fascisme s'est installé. Évidemment, tout parallèle avec notre réalité actuelle, où on tente vraiment de les fake news les plus éhontées pour manipuler les gens.
serait évidemment purement fortuite. Évidemment, évidemment. Alors nous sommes en présence ici d'un petit film fort intéressant sur pas mal de points, parce qu'il mélange les genres, il mélange les choses, et il souffle sur les émotions. Ce côté coming of age, là, ils ont bientôt 18 ans, il y a cette idée du certificat, peut-être que certains vont obtenir ou non. Est-ce qu'on va leur laisser la possibilité par rapport à ce proviseur un petit peu, on va dire, très droitier, et les bêtises qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils vont être pris ou non, et les origines de certains. Et c'est exactement le cœur du film. Finalement, on arrive à accepter le côté intimiste, même si on peut être frustré, donc je le disais, sur le manque peut-être de profondeur globale des choses, parce que, en fait, c'est la révolution interne de jeunes qui sont en train de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est très touchant. Vraiment, la façon dont est dépeinte cette amitié indéfectible entre Yuta et Ko. Voilà, il y a cette scène, par exemple, là, sur une passerelle avec des escaliers où ils se déclarent un peu leur amour fraternel, quoi. C'est une bromance absolue. Et ils sont inséparables jusqu'au moment où les choses vont les séparer. Alors, évidemment, ça part sur une petite amourette, peut-être, et aussi un engagement que l'un n'a pas. Mais ça en est presque déchirant par moments, hein, ce qui peut se passer. Et on est très attaché à Ko qui, on le voit avec ses origines à moitié coréennes, se rend compte aussi que finalement l'avenir pour lui n'est pas si simple. Sauf que Yuta à côté, lui 100% japonais, va choisir aussi cette voie rebelle malgré lui indirectement. Et c'est pas parce qu'il serait toléré par le pouvoir en place que ça va bien se passer. Il y a aussi le personnage d'Atachan qui est très attachant, c'est très amusant ça, un petit peu trubillon là qui envoie valser le système, c'est lui qui perd ses premiers points d'ailleurs en faisant des doigts d'honneur, chorégraphie avec, hein, à la caméra, voilà, ce vent rebelle là d'une société japonaise qui en a dramatiquement besoin. Et peut-être que Neo Sora il veut en parler. Alors certes, vous allez me dire, oui il est américain, tout ça, mais il a quand même vécu aussi un peu à Tokyo, il connaît ce pays, et il a peut-être envie de secouer les branches, comme on dit, dans un pays déjà conservateur de base, hein, sur pas mal de points, bien sûr. On connaît le côté traditionnaliste du Japon, certes, mais il y a aussi la montée là-bas d'une sorte de pseudo-extrême droite qui commence, voilà, un petit peu comme partout dans le monde, à pointer son nez. Et on se demande pourquoi. Hein. Toujours ces idées aussi de contrôle et de manipulation, etc. Ou il y en a qui vont pas être contents dans les commentaires, et je m'en fiche, hein, je dis ce que je pense, parce que je garde les yeux ouverts sur certaines choses, il suffit de faire fonctionner son cerveau et de ne pas laisser certains médias dicter des choses en criant plus fort ce qu'ils pensent être ou ce qu'ils veulent être la vérité, mais c'est pas en gueulant ce qu'on dit être vrai que c'est le cas, non. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de voir et de parler aux gens autour, tout simplement. Bref, bon après ça dépend dans quel monde vous vivez. Hein. Je pense que malheureusement on est dans une société globale et mondiale où chacun s'enferme dans sa petite bulle et ne veut avancer que par rapport à un certain prisme. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Mais donc ce Japon-là, qui est futuriste sans l'être, parce que finalement, intelligence artificielle, reconnaissance faciale, vidéosurveillance, grands écrans, société de notation peut-être, alors issue de la Chine, oui, c'est potentiellement réel et réaliste. Il n'y a que ces grandes projections sur les immeubles ou ce nuage bizarre là, qui annonce des infos qui fait faux. Mais pour le reste, c'est quand même potentiellement réaliste. Alors cette menace du tremblement de terre, on peut y voir aussi une allégorie, c'est que voilà, ça bouge beaucoup dans l'esprit de ces jeunes-là, et on les sent tendus aussi, et dans les remous de leur existence et de leur évolution, dans les différentes trajectoires de vie peut-être qu'ils vont prendre, et peut-être pas les mêmes du coup, et ben aussi ça bouge, ça tremble en eux. Donc il y a cette idée-là, il y a quand même quelque chose qui arrive à se faire, là, dans une ambiance et dans une atmosphère, quand bien même par moments on sent que c'est pas abouti, parce que c'est un premier long métrage, et qui veut pas forcément beaucoup plus se mouiller que cela, le choix de centrer ceci donc sur ces jeunes, et on voit beaucoup de moments de vie aussi entre eux, et ça c'est cool, et ben c'est très bien. C'est aussi le propos là, peut-être qu'il ira plus loin avec ses prochains travaux, je ne sais pas, et forcément comme c'est très bien interprété là chez les jeunes gens, on ne peut que applaudir le geste, ce premier geste de fiction en tant que long métrage, d'un artiste qui va voler de ses propres ailes lui aussi et choisir son chemin, qui n'est pas celui du père. Voilà, le père n'était pas réalisateur, mais il a travaillé dans le cinéma, donc, et le fils n'est pas compositeur, du moins ici il ne l'est pas. Hein. D'ailleurs il aime beaucoup la techno, ça se sent, et c'est vrai que ça commence là-dessus, hein, sur une fête où on essaye de se libérer, mais c'est plus pour s'amuser, la libération elle sera plus tard, ou pas, ça dépend pour qui. Les moments de séparation aussi, hein, évidemment, pas que entre les deux amis, il y a aussi ce personnage atypique, hein, métis américano-japonais qui va peut-être devoir aller voir ailleurs, bah, on sent qu'il est un peu peut-être poussé ailleurs par le système. Mais bon, ça, il y a
il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment dites, mais qui sont dites quand même, et qui sont plus ou moins en filigrane. Il n'y a pas besoin de trop forcer les choses parfois pour ressentir l'urgence. Donc, Happy End, découvrez-le si jamais, voilà, parce que c'est un film qui mérite d'être vu, dont peu de gens parleront. Est-ce que je serai le seul sur YouTube, du moins en France, à l'évoquer? Je ne sais pas. Allez, à vous en commentaire en tout cas de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu la chance de le voir. Et j'ai peur, malheureusement, évidemment, que ce podcast floppe totalement, hein, mais faites-moi mentir. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.